Il n'y a rien de plus triste que de voir un enfant livré à lui-même face au monde. Parfois, lorsque notre famille nous abandonne, un inconnu devient notre seul espoir. Hank Murdoch, un montagnard, a trouvé Penny, une fillette de 7 ans, seule à l'enterrement de son grand-père, au milieu d'une tempête de neige. Aucun membre de la famille n'était venu. Personne n'était resté pour la ramener chez elle. Juste une petite fille vêtue d'une robe noire, tenant des fleurs fanées, sans nulle part où aller. Hank l'a enveloppée dans son manteau et l'a emmenée dans sa cabane, pensant que ce ne serait que pour une nuit. Mais les membres de la famille sont alors arrivés, non pas pour réconforter l'enfant, mais pour s'enquérir du testament et de l'héritage familial. Ils voulaient l'argent, pas la responsabilité. Ce qui s'est passé ensuite leur a appris que certaines batailles ne se livrent pas avec des avocats ou des documents juridiques. Que pensez-vous qu'un homme qui a passé 30 ans seul dans les montagnes fera lorsque des parents cupides tenteront d'abandonner une enfant innocente? Avant de reprendre l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Le silence des montagnes avait été le compagnon le plus proche de Hank Murdoch pendant près de 20 ans. Sa cabane était nichée entre des pins imposants à 2400 mètres d'altitude, où l'air restait vif même en été et en hiver, et où l'hiver arrivait comme un vieil ami qui ne savait jamais quand partir. Son voisin le plus proche vivait à 40 mètres en contrebas, au bout d'un chemin de terre sinueux qui devenait impraticable pendant des mois. C'était exactement ce que Hank préférait. Il avait construit cette vie délibérément, planche après planche, pierre après pierre. La cabane reflétait sa nature pratique. Des murs en bois massif calfeutrés avec de l'argile et de la mousse, une cheminée en pierre qui pouvait chauffer tout l'espace, et des fenêtres positionnées de manière à capter le soleil du matin, tout en évitant les vents violents de l'après-midi. Tout avait sa place et son utilité. Le journal en cuir usé qui se trouvait chaque matin sur sa table de cuisine contenait 20 ans d'observations sur les conditions météorologiques, les mouvements de la faune et les changements de saison. Dans ces pages, une écriture soignée documentait la crête la plus propice à la chasse, le moment où le ruisseau était le plus haut et la façon de lire les nuages pour prévoir les tempêtes 3 jours à l'avance. Ce que le journal ne pouvait pas documenter, c'était le poids de la solitude. Même si Hank ne l'aurait jamais admis, il avait choisi cet isolement après la mort de son frère Thomas dans un accident de bûcheronnage, laissant derrière lui une famille qui reprochait à Hank de ne pas avoir été là quand cela comptait. Le conflit successoral qui s'ensuivit avait détruit ce qui restait du nom des Murdoch. Margaret, la femme de Thomas, avait accusé Hank de se soucier davantage de la propriété familiale dans les montagnes que de son propre neveu et de sa propre nièce. Les avocats avaient réglé l'affaire avec une efficacité glaciale. Hank avait obtenu les terres de montagne sans valeur. La famille avait conservé les précieux droits d'exploitation forestière dans la vallée. 20 ans de silence s'étaient ensuivis. 20 ans de matins où Hank se réveillait au son de sa propre respiration et du vent dans les aiguilles de pin. 20 ans de conversation avec lui-même et les animaux sauvages qui s'aventuraient parfois près de sa cabane. Il s'était convaincu que cela lui suffisait. La petite fille avait tout changé en l'espace d'un après-midi glacial. Penny Dawson se déplaçait dans sa cabane comme un fantôme, réapprenant à être solide. Son grand-père était le vieux Pete Dawson, le beau-père de Thomas et l'homme qui avait pris la défense de Hank lors du conflit successoral des décennies plus tôt. Pete était le seul membre de la famille à avoir maintenu le contact, envoyant de temps à autre une lettre par la route postale de montagne. Mais même cela avait cessé 5 ans auparavant, et Hank avait supposé que le vieil homme avait finalement décidé qu'il ne valait pas la peine de faire cet effort. Il comprenait maintenant pourquoi les lettres avaient cessé. Pete était malade, mourant lentement dans un établissement de soins tandis que sa famille attendait l'inévitable. Et cet enfant, cette petite fille calme et observatrice, avait vécu avec lui jusqu'à la fin. Penny ne parla pas beaucoup la première semaine. Elle acquiesçait quand Hank lui demandait si elle avait faim, secouait la tête quand il lui demandait si elle avait froid. Ses yeux reflétaient une vivacité qui semblait trop mature pour une enfant de 7 ans, le genre de vigilance qui vient du fait d'avoir appris très tôt que les adultes ne sont pas toujours dignes de confiance. Elle serrait contre elle une petite poupée en tissu qui avait connu des jours meilleurs, le visage usé par d'innombrables nuits de réconfort. Hank se surprit à modifier ses habitudes sans y penser.
Il commença à faire chauffer de l'eau pour 2 tasses de café le matin, même si Penny buvait surtout du lait chaud avec un peu de café. Il se remit à préparer des repas plus copieux, se rappelant comment cuisiner pour plus d'une personne. Ses notes dans son journal devinrent plus courtes, son attention se portant sur cette petite personne qui évoluait dans son monde soigneusement ordonné. Elle ne montrait aucune crainte de l'environnement montagneux qui intimiderait la plupart des enfants. Lorsque Hank vérifiait ses pièges à lapins, Penny le suivait à distance respectable, apprenant sans qu'on lui enseigne quoi que ce soit. Elle comprenait instinctivement qu'il ne fallait pas faire de bruit pour ne pas effrayer le gibier, qu'il fallait marcher prudemment pour ne pas laisser de traces, quand il fallait rester immobile et quand il était acceptable de bouger. C'était comme si le vieux Pete l'avait préparé à ce genre de vie. Bien que Hank ne comprenne pas pourquoi, le 4e matin, elle prononça sa première phrase complète. Grand-père Pete a dit « Tu étais l'homme le plus fort de ces montagnes. » Hank leva les yeux de son journal. Il fut surpris non seulement par ces mots, mais aussi par la façon claire et mesurée dont elle les prononçait. Pas de zézaiement enfantin, ni de prononciation incertaine. Elle était assise en face de lui à la table en bois brut, ses petites mains serrant son verre de lait chaud, étudiant son visage de ses 2 yeux perspicaces. « Ton grand-père avait tendance à exagérer, » répondit Hank avec prudence. « Non, ce n'était pas le cas. » Elle l'affirma comme un simple fait. Il disait que tu pouvais traquer n'importe quoi, chasser n'importe quoi, survivre à n'importe quoi. Il disait que lorsque le monde devenait dangereux, les montagnes te protégeaient parce que tu les comprenais. Ces mots provoquèrent un sentiment désagréable dans la poitrine de Hank. Pete avait toujours été philosophe, trouvant un sens à tout, de la formation des nuages à la façon dont les cerfs se déplaçaient avant les tempêtes. Mais cela semblait différent, plus déterminé. Ton grand-père parlait-il souvent de moi? Penny acquiesça solennellement. Quand les avocats venaient à la maison pour demander des papiers et de l'argent, grand-père Pete se fâchait. Il m'emmenait dehors et me racontait des histoires sur son ami Hank, qui avait choisi la liberté plutôt que le combat. Il disait que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être gagnées si elles vous coûtaient votre âme. Hank sentit la familiarité de cette boule dans la gorge qui accompagnait les vieux regrets. Il s'était éloigné de cette bataille pour l'héritage, non par noblesse, mais par épuisement. Les accusations de la famille, les manipulations de l'avocat, la façon dont tout le monde semblait penser le pire de ses motivations. Cela l'avait épuisé au point qu'il lui semblait plus facile de partir que de rester pour se défendre. Grand-père Pete était malade depuis longtemps, continua Penny. Sa voix prenait ce ton prudent que les enfants utilisent lorsqu'ils discutent de vérités douloureuses. La famille disait que cela coûtait trop cher de s'occuper de lui. Ils voulaient le placer dans un endroit moins cher, moins agréable. Mais grand-père Pete avait de l'argent de côté. Il leur a fait promettre de me laisser rester avec lui jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de soins. Et ils ont tenu cette promesse. En quelque sorte, l'expression de Penny s'assombrit légèrement. Ils m'ont laissé rester, mais ils n'étaient pas gentils. Tante Victoria disait que je coûtais cher et que j'étais ingrate. Oncle Raymond disait que je prenais trop de place. Ils m'ont fait dormir dans la réserve et m'ont dit de ne pas trop déranger les infirmières. Hank sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une colère protectrice qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Et après, à l'enterrement, ils m'ont laissé là-bas. Les mots sortirent comme une évidence, comme si abandonner un enfant dans un cimetière était un comportement tout à fait normal. Victoria a dit que quelqu'un viendrait me chercher, mais que je devais attendre près de la tombe de grand-père Pete pour qu'il sache où me trouver. J'ai attendu toute la journée. L'image de cette petite fille seule dans une tempête de neige, convaincu que quelqu'un viendrait, a fait serrer les poings de Hank sans qu'il puisse s'en empêcher. Il pensait avoir dépassé ce genre d'émotion. Ces 20 années d'isolement avaient brûlé sa capacité à ressentir une colère légitime. Il avait tort. Comment as-tu su que tu pouvais me faire confiance? Pour la première fois depuis son arrivée, Penny sourit, un sourire sincère qui transforma son petit visage sérieux. Grand-père Pete m'a raconté des histoires sur toi pendant 3 ans. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais essayer de trouver Hank Murdock sur la haute montagne. Il m'a dit que tu étais le seul membre de la famille qui n'avait jamais menti, qui n'avait jamais rompu une promesse et qui n'avait jamais fait passer l'argent avant les jeunes.
Le poids de cette confiance s'abattit sur les épaules de Hank comme un fardeau qu'il n'était pas sûr de mériter. Il s'était imposé 20 ans d'exil, partant du principe qu'il valait mieux qu'il reste seul, que sa présence dans la vie des autres faisait plus de mal que de bien. À présent, cet enfant lui disait que le membre de sa famille qu'il respectait le plus avait passé des années à le dépeindre comme une sorte de gardien des montagnes. Ton grand-père Pete était un homme bon, finit par dire Hank, mais je ne suis pas sûr d'être la personne qu'il décrivait dans ses histoires. Peut-être pas, répondit Penny avec une honnêteté surprenante. Mais tu es celui qui m'a enveloppé dans ton manteau et m'a emmené dans un endroit chaud alors que personne d'autre ne se souciait assez de moi pour rester. Pour moi, c'est le genre de personne qu'il faut être. Ils terminèrent leur petit déjeuner dans un silence confortable. Hank se surprit à jeter des regards furtifs à cet enfant remarquable, qui parlait comme quelqu'un de beaucoup plus âgé, tout en ayant encore besoin d'aide pour atteindre la vaisselle dans son placard. Elle avait été propulsée dans son monde ordonné comme une pierre jetée dans une eau calme, créant des ondulations qui atteignaient des recoins de sa vie qu'il croyait figés à jamais. Cet après-midi-là, alors qu'il lui apprenait à fendre du bois en toute sécurité, Hank commença à comprendre que les histoires de Pete n'étaient pas des souvenirs aléatoires. Elles étaient une préparation, semant soigneusement dans l'esprit de l'enfant des graines sur l'endroit où elle pourrait trouver la sécurité si la famille dont elle dépendait venait à la laisser tomber. Le vieil homme avait prévu cette éventualité, peut-être même l'avait-il anticipé. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, le journal en cuir resta fermé. À la place, Hank s'assit près du feu et regarda Penny dessiner les montagnes dans un petit carnet qu'elle avait sorti de ses maigres affaires. Ses dessins révélaient un talent surprenant pour quelqu'un d'aussi jeune, une attention particulière aux proportions et des ombres qui suggéraient un don naturel nourri par un enseignement patient. « C'est grand-père Pete qui m'a appris à dessiner », dit-elle en remarquant son attention. Il disait que les images pouvaient conserver les souvenirs lorsque ton esprit était trop encombré pour toutes les garder. C'était un homme intelligent. Il dessinait parfois des portraits de vous deux lorsque vous étiez jeunes. Il les conservait dans une boîte spéciale avec des lettres et d'autres objets. La mention des lettres réveilla quelque chose dans la mémoire de Hank. Mais avant qu'il ne puisse approfondir cette pensée, ils entendirent des chevaux approcher dans le calme du soir. 3 cavaliers avançaient d'un pas délibéré qui suggérait une affaire officielle plutôt qu'une visite de voisins. Benny se figea, son crayon suspendu au-dessus du dessin. Quelque chose dans sa posture rappela à Hank un cerf sentant la présence d'un prédateur, alerte, prêt à s'enfuir, mais espérant que l'immobilité leur apporterait une protection. « Reste près de moi », dit Hank à voix basse, se déplaçant pour regarder par la fenêtre. 3 silhouettes mirent pied à terre dans son jardin, à peine visibles dans l'obscurité grandissante. Mais même en silhouette, il y avait quelque chose de familier dans leur façon de se déplacer, dans la position de leurs épaules, dans la manière autoritaire dont ils inspectaient sa propriété comme s'ils en évaluaient la valeur. Après 20 ans de solitude, Hank était sur le point d'affronter la famille qui l'avait poussé à l'exil. Et cette fois, il avait quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Les coups frappés à la porte de Hank étaient empreints d'une autorité qui exigeait une obéissance immédiate. 3 coups secs suivis d'une voix qui dégageait la chaleur habituelle de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut par le charme plutôt que par la force. « Bonjour, nous recherchons une petite fille qui aurait pu s'égarer par ici. » Hank sentit Penny se blottir contre lui, son petit corps tremblant malgré ses efforts pour paraître calme. Il lui serra doucement l'épaule avant de se diriger vers la porte, prenant son temps pour ouvrir le lourd loquet en bois. 20 ans de vie à la montagne lui avaient appris qu'il ne fallait pas se précipiter pour accueillir des visiteurs inattendus, car cela menait généralement à des regrets. La femme qui se tenait sous son porche portait un manteau de laine qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois, même s'il était maintenant recouvert de neige et froissé par le voyage. Son sourire était parfaitement calibré, inquiet, mais pas affolé, plein d'espoir, mais raisonnablement préoccupé. Derrière elle se tenaient 2 hommes qui partageaient suffisamment de traits physiques pour être manifestement apparentés, tous 2 vêtus de vêtements de ville qui les identifiaient comme des étrangers dans cette montagne. « Je suis Victoria Ashford », dit la femme en tendant une main gantée que Hank ne prit pas. « Voici mon frère, Raymond Dawson, et mon fils, Dale. Nous sommes la famille de la petite Penny Dawson.
Nous la recherchons partout depuis les funérailles. Le mensonge était si habile que Hank en admirait presque l'habileté. Presque. La famille, répéta-t-il, laissant le mot flotter dans l'air froid entre eux. Oui, nous sommes ses plus proches parents, maintenant que le pauvre oncle Pete est décédé. Le regard de Victoria passa au-delà de Hank, essayant clairement de voir à l'intérieur de la cabane. Nous avons été dévastés quand nous avons réalisé qu'elle s'était éloignée du cimetière. Une enfant de cet âge par ce temps, nous étions malades d'inquiétude. Raymond s'avança, un homme corpulent aux mains douces et au regard dur. Nous parcourons ces montagnes depuis 2 jours à sa recherche. Quelqu'un en ville a mentionné qu'il y avait un ermite qui vivait par ici et qui avait peut-être vu quelque chose. Un ermite, dit Hank d'un ton neutre. C'est une façon de le dire. Dale, qui semblait avoir une trentaine d'années et qui dégageait une énergie agitée, comme quelqu'un qui a toujours besoin d'être ailleurs, bouscula ses aînés. Écoutez, nous n'avons pas le temps de jouer. Une petite fille a disparu, et si elle est ici, nous devons la ramener chez elle avant qu'elle ne meure de froid. Chez elle, a répété Hank. Et où serait-ce? Les 3 hommes ont échangé des regards, le genre de communication rapide et silencieuse qui se produit entre des personnes qui ont coordonné leur histoire à l'avance. Victoria a repris ses esprits la première, son sourire s'éclairant comme si elle était ravie par la question. Eh bien, c'est quelque chose que nous sommes encore en train de régler. Le décès de l'oncle Pete a été si soudain et les démarches juridiques sont compliquées. Mais Dale et sa femme ont une belle maison à Denver avec beaucoup de place pour un enfant, et vous le savez bien. Un autre échange de regards. Raymond s'avança cette fois-ci, sa voix prenant le ton patient de quelqu'un qui explique des faits évidents à un enfant lent. Nous sommes sa famille. Son grand-père est décédé. Ses parents sont morts il y a des années. Nous sommes tout ce qui lui reste maintenant. L'avez-vous vu ou non? De l'intérieur de la cabane parvint le léger bruit d'une chaise raclant le parquet. Les 3 visiteurs se raidirent, leur façade d'indifférence s'évaporant comme une brume funèbre. Victoria fit un pas vers la porte, son sourire devenant plus incisif. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Hank s'avança pour lui barrer le passage, sa voix restant calme malgré la tension palpable dans l'air. Peut-être. La question est, en quoi cela vous concerne-t-il? Parce que, dit Dale, visiblement à bout de patience, si c'est Penny qui est la dette, elle vient avec nous ce soir. En vertu de quelle autorité? Victoria fouilla dans son manteau et en sortit un document plié, au papier impeccable et à l'aspect officiel. Une tutelle légale accordée par l'État. La mort de l'oncle Pete l'a laissée orpheline, et en tant que plus proches parents, nous avons à la fois le droit et la responsabilité de prendre soin d'elle. Hank accepta le document, mais ne le regarda pas immédiatement. Au lieu de cela, il étudia les 3 visages devant lui, notant les signes subtils de tromperie qu'il avait appris à détecter pendant ses années dans l'armée. Le sourire de Victoria n'atteignait jamais ses yeux. Les mains de Raymond n'arrêtaient pas de se diriger vers la poche de son manteau, cherchant quelque chose qui n'y était pas. Dale ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil vers la cabine, comme s'il calculait à quelle vitesse il pourrait pousser Hank et s'emparer de ce qui s'y trouvait. « C'est drôle, la famille », dit finalement Hank. On pourrait penser que des gens qui se souciaient tant d'une petite fille se seraient présentés aux funérailles de son grand-père. La température semblait avoir baissé de 10 degrés. Le sourire de Victoria vacilla comme une bougie dans le vent, et le visage de Raymond rougit malgré le froid. « Nous avons été retardés », dit Victoria avec précaution. « Les préparatifs du voyage, les conditions météorologiques, les mauvaises routes », ajouta rapidement Raymond. « Les réunions juridiques », conclut Dale, comme si le fait de donner plusieurs explications allait en rendre une crédible. Hank acquiesça pensivement, toujours sans lire le document. Ça devait être important pour vous empêcher de dire au revoir à oncle Pete. « Écoute, » dit Raymond d'une voix plus vive. « Nous ne te devons aucune explication sur les affaires familiales. Si la fille est ici, nous l'emmenons. Si elle n'est pas là, nous continuerons à la chercher. Et mais, dans tous les cas, cette conversation est terminée. »« Peut-être, » acquiesça Hank, « mais avant de redescendre cette montagne, vous devriez savoir que Penny est ici depuis une semaine. » Cette révélation les frappa comme un coup physique. Victoria recula d'un pas, tandis que Dale portait instinctivement la main à son manteau, un geste qui suggérait qu'il n'était pas tout à fait prêt à affronter des ennuis. Une semaine. La voix de Victoria monta d'un ton.
Elle a disparu depuis une semaine et vous n'avez pensé à prévenir personne? Prévenir qui? La famille qui l'a abandonnée dans un cimetière en pleine tempête de neige? Le visage de Raymond passa du rouge au pâle en quelques secondes. C'est... Nous n'avons pas... Il y a eu une confusion au sujet des arrangements. Il n'y a pas eu de confusion, dit Hank calmement. Il y avait une petite fille effrayée, seule dans la neige, qui attendait quelqu'un qui se souciait suffisamment d'elle pour revenir la chercher. Comme personne ne venait, je l'ai emmenée dans un endroit chaud. Dale s'avança agressivement, sa voix se transformant en un grognement menaçant. Vous n'aviez pas le droit. Elle n'est pas de votre famille. Elle n'est pas sous votre responsabilité. Vous n'êtes personne pour elle. Vous avez raison, reconnut Hank, mais je suis quelqu'un qui ne l'a pas laissé mourir de froid. Victoria sembla réaliser que leur approche ne fonctionnait pas et changea de tactique, sa voix devenant douce et raisonnable. Monsieur, je suis désolé, nous n'avons pas été présentés. Murdoch, Hank Murdoch. Ce nom frappa Raymond comme une gifle. Il écarquilla les yeux et murmura quelque chose à Victoria qui la fit se raidir. Murdoch, répéta-t-elle lentement. Votre oncle Pete, j'étais son ami, dit Hank fermement. Il y a longtemps. Mais vous êtes le frère de Thomas Murdoch, dit Dale, comprenant enfin. Celui qui a causé tous les problèmes liés à l'héritage. Je suis celui qui s'est éloigné des problèmes, corrigea Hank. Il y a une différence. L'attitude de Victoria changea complètement. Le masque de la famille inquiète se dissipa pour révéler quelque chose de beaucoup plus dur en dessous. Il s'agit donc de vengeance. Vous utilisez cette pauvre enfant pour vous venger de la famille pour quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Il s'agit d'une petite fille qui a besoin de quelqu'un qui se soucie davantage d'elle que de ce qu'elle pourrait hériter. Le mot « hériter » sembla électriser les trois visiteurs. La main de Dale acheva son chemin vers son manteau, mais il ne retira pas ce qu'il cherchait à attraper. Raymond commença à respirer plus fort, ses traits doux se durcissant pour devenir plus laids. Victoria plissa les yeux tandis qu'elle évaluait cette nouvelle situation. « Que savez-vous du testament de l'oncle Pete » demanda-t-elle prudemment. « Je sais qu'il a laissé derrière lui une petite fille qui mérite une meilleure famille que celle qu'elle a eue jusqu'à présent. »« Ce n'est pas à toi de décider, » dit Dale, la voix tendue, contenant à peine sa colère. « Elle doit vivre avec des parents de sang, pas avec un ermite des montagnes qui n'a probablement pas parlé à un autre être humain depuis des années. » Un autre bruit se fit entendre à l'intérieur de la cabane, le claquement discret d'une porte, comme si quelqu'un de petit s'efforçait de ne pas se faire remarquer. Victoria tourna brusquement la tête vers le bruit, comme un chien de chasse qui a flairé une piste. « Elle est là-dedans en ce moment même. »« Je l'entends peut-être, » dit Hank, « mais si c'est le cas, c'est parce qu'elle le veut bien. Et après vous avoir écouté tous les trois pendant les 10 dernières minutes, je commence à comprendre pourquoi. » Raymond sortit un document différent de celui concernant la tutelle. Celui-ci semblait plus officiel. Avec un sceau gouvernemental visible même dans la faible lumière du poche, nous avons l'autorité légale ici, Murdoch. Soit vous la remettez volontairement, soit nous faisons appel au shérif du comté. À vous de choisir. Hank déplia enfin les papiers de tutelle que Victoria lui avait donnés, les parcourant rapidement à la lumière qui se déversait de sa cabane. Le document semblait légitime à première vue, mais quelque chose dans les dates le dérangeait. La signature du tribunal était datée de 3 jours après les funérailles de Pete, ce qui signifiait qu'ils avaient demandé la garde avant même d'avoir confirmé que Penny était en vie. « Le timing de ces documents est intéressant, » fit-il remarquer. « Que voulez-vous dire » demanda Victoria, même si sa voix suggérait qu'elle savait exactement ce qu'il voulait dire. « Je veux dire que tu étais tellement inquiet pour cet enfant disparu que tu as pris le temps de remplir les documents juridiques avant de commencer à la rechercher. » Le silence qui suivit était lourd de sous-entendus qu'aucun d'entre eux ne voulait exprimer. Finalement, Dale s'avança, sa patience complètement épuisée. Assez joué. Penny sort de là immédiatement. Son cri résonna dans les montagnes environnantes, dur et autoritaire. De l'intérieur de la cabane, on entendit une inspiration brusque, le bruit de quelqu'un qui essayait de ne pas pleurer. Hank sentit quelque chose de froid et de définitif s'installer dans sa poitrine. Quoi que ces 3 personnes voulaient, cela n'avait rien à voir avec le bien-être de Penny, mais tout à voir avec quelque chose qu'elle pensait qu'elle pouvait leur donner. « Je pense, dit-il doucement, qu'il est temps que vous redescendiez de la montagne. »« Nous ne partirons pas sans cette fille, » déclara Raymond. «
Oui, dit Hank en reculant et en commençant à fermer la porte. Si vous le ferez. Le bruit des chevaux s'éloignant sur le sentier de montagne aurait dû apporter un soulagement. Mais Hank se surprit à écouter la nuit avec la vigilance accrue d'un soldat s'attendant à une embuscade. Il fixa la lourde barre de bois sur sa porte, ce qu'il n'avait pas fait depuis 15 ans, avant de se retourner et de trouver Penny assise à la table de la cuisine. Un petit cahier était ouvert devant elle. Elle écrivait avec des traits soignés et délibérés, la langue légèrement tirée en avant dans un effort de concentration. La scène était si normale, si paisiblement domestique, que pendant un instant, Hank oublia la menace qui venait de quitter son poche. « Sur quoi travailles-tu » Benny leva les yeux encore empreints de la peur qu'elle avait tant essayé de cacher pendant la confrontation. « Grand-père Pete m'a appris à noter les choses importantes pour ne pas les oublier. Il disait que la mémoire pouvait jouer des tours, mais que le papier disait la vérité. » Elle tourna le cahier pour qu'il puisse voir la page. D'une écriture soignée et précise qui appartenait à quelqu'un de beaucoup plus âgé, elle avait écrit « Tante Victoria souriait, mais ses yeux étaient méchants. » Oncle Raymond n'arrêtait pas de vérifier sa poche comme s'il y avait quelque chose d'important. Dale voulait m'attraper sans me demander si je voulais y aller. Ils ont dit qu'ils m'avaient cherché pendant 2 jours, mais ils n'avaient pas l'air tristes que grand-père Pete soit mort. Ils avaient l'air excités, comme s'ils avaient trouvé quelque chose qu'ils voulaient. Ces observations étaient d'une perspicacité dérangeante. Hank avait passé 20 minutes avec ces 3-là et était arrivé à des conclusions similaires. Mais cet enfant avait percé à jour leur comédie en quelques secondes. « Tu es une fille intelligente, Penny. Grand-père Pete disait que je devais être intelligente pour rester en sécurité. Il m'a appris à observer les mains et les yeux des gens, car ils disent la vérité quand la bouche ment. » Le poids de cette déclaration pesait lourdement sur la poitrine de Hank. Quel genre de vie cet enfant avait-elle mené pour que son grand-père se sente obligé de lui enseigner de telles techniques de survie? Il repensa à la pièce de rangement où il se la faisait dormir. La façon dont il la décrivait comme coûteuse et ingrate. « Puis-je te poser une question sur ta famille ?» Penny acquiesça, fermant son cahier et lui accordant toute son attention. « Avant que ton grand-père ne tombe malade, quand tu vivais avec tes parents, est-ce que tout allait bien? » Une ombre passa sur son visage, le genre d'expression qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. « Je ne me souviens pas beaucoup de mes parents. Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Grand-père Pete s'est occupé de moi après ça, mais la famille lui disait qu'il était trop vieux pour élever correctement un enfant, alors ils ont donné un coup de main. Parfois, le mot sortait avec une neutralité prudente. Tante Victoria venait rendre visite à grand-père Pete et lui disait qu'il me gâtait, qu'il me laissait trop faire. Elle disait que les enfants avaient besoin de discipline et de structure. Oncle Raymond regardait les affaires de grand-père Pete et posait des questions sur ce qu'elle deviendrait quand il serait trop malade pour vivre seul. Hank sentit sa mâchoire se crisper. Quel genre de questions? À propos de la maison, de son compte épargne, des terres ici dans les montagnes qui appartenaient autrefois à sa famille. Il parlait comme si grand-père Pete n'était pas là pour faire des plans pour le moment où il devrait être pris en charge. Le tableau que Penny brossait devenait plus clair et plus laid à chaque détail. Une famille tournant comme des vautours, attendant qu'un vieil homme meure pour pouvoir se partager ses biens. Et une petite fille prise au milieu, indésirable, sauf en tant que complication juridique potentielle. C'est à ce moment-là que ton grand-père a commencé à te raconter des histoires sur moi? Oui. Il disait que la famille avait oublié ce que signifiait la loyauté. Mais il y avait encore une personne qui comprenait que certaines choses avaient plus d'importance que l'argent. La voix de Penny prit d'un ton légèrement formel, comme si elle récitait quelque chose qu'elle avait à y mémoriser. Il a dit « Hank Murdock a renoncé à une fortune parce qu'il ne voulait pas se battre de manière déloyale pour l'obtenir, et cela a fait de lui l'homme le plus riche qu'il connaissait. » Ces mots ont frappé Hank comme un coup physique. Pete avait toujours été le plus philosophe, mais entendre ses pensées filtrées par la voix de cet enfant les rendait plus profondes que Hank ne l'aurait jamais imaginé. Il s'était éloigné de ce conflit d'héritage, se sentant comme un échec, comme quelqu'un de trop faible pour se battre pour ce qui lui revenait de droit. Pete y avait vu une force. « Que t'a-t-il dit d'autre à mon sujet? Que tu connaissais ces montagnes mieux que quiconque, que tu pouvais suivre une trace dans la neige et survivre grâce à ta détermination et au café. » Elle sourit à ces mots,
le premier signe de bonheur sincère qu'il avait vu chez elle de toute la semaine. Il a dit que tu étais le dernier homme honnête de la famille Murdoch et que s'il lui arrivait quelque chose, je devais essayer de te retrouver. Penny, ton grand-père a-t-il jamais parlé de son testament? De ce qu'il adviendrait de son argent et de ses biens après sa mort? Son expression redevint sérieuse. Il a essayé, mais la famille l'interrompait toujours. Ils se disaient que ce n'étaient pas des conversations que les enfants devaient entendre. Mais grand-père Pete m'a prise à part un jour où ils n'étaient pas là et m'a dit quelque chose d'important. Elle ouvrit à nouveau son cahier et le feuilleta jusqu'à une page vers la fin où elle avait écrit quelque chose d'une écriture encore plus soignée que d'habitude. Il m'a fait promettre de m'en souvenir exactement. Les avocats ont des papiers qui te protégeront et veilleront à ce qu'on s'occupe de toi. Mais la famille n'est pas au courant de tous ces papiers. Si quelque chose m'arrive et que la famille essaie de t'emmener quelque part où tu ne veux pas aller, dis-leur que tu es au courant du vrai testament. Hank fixa les mots, essayant d'en comprendre les implications. Avait-il expliqué ce qu'il entendait par le vrai testament? Il avait dit qu'il y avait deux séries de documents, ceux que la famille connaissait et ceux qu'elle ignorait. Il avait dit que les documents secrets garantiraient que je finirais avec des gens qui m'aimeraient pour moi-même, et non pour ce que je pourrais leur apporter. Le bruit des chevaux qui revenaient interrompit leur conversation. Mais cette fois, il y avait plus de cavaliers, au moins 5 ou 6, à en juger par le bruit des sabots, et ils ne s'approchaient pas avec le respect prudent de personnes venant demander de l'aide. Hank se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers les lourds rideaux qu'il avait tirés après la visite précédente. Au clair de lune, il distingua les silhouettes des cavaliers qui encerclaient sa cabane. Victoria, Raymond et Dale étaient de retour, mais ils avaient amené des renforts. « Penny, écoute-moi très attentivement, » dit-il doucement en s'éloignant de la fenêtre. « Prends ton cahier et cette poupée, et va dans la pièce du fond. Il y a une planche mal fixée sous le lit. Soulevez-la et vous trouverez un espace sous lequel vous pourrez vous cacher. Qu'est-ce qui ne va pas? » Votre famille est revenue et ils ont amené des amis. À travers les murs, on entendait le bruit des hommes qui descendaient de cheval, le grincement du cuir, le tintement métallique qui pouvait provenir d'un harnais ou de quelque chose de plus dangereux. Et au moins 6 voix distinctes qui discutaient à voix basse. Une nouvelle voix s'éleva, une voix qui avait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Murdoch, ici le shérif Palmer. J'ai besoin que vous ouvriez cette porte immédiatement. » Hank sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Palmer était le shérif du comté, mais il était également connu dans toutes les communautés montagnardes comme quelqu'un dont le sens de la justice pouvait être influencé par les bonnes incitations financières. S'il était là, cela signifiait que la situation avait dégénéré au-delà d'une simple dispute familiale pour devenir potentiellement criminelle. « Penny, va te cacher maintenant! » Elle acquiesça et se glissa hors de la pièce comme un fantôme, emportant avec elle son précieux cahier. Hank la regarda disparaître dans l'arrière-boutique avant de reporter son attention sur les hommes devant sa porte. Il avait passé 20 ans à éviter ce genre de conflit, préférant l'isolement à la confrontation. Mais certaines batailles, commençait-il à le comprendre, vous trouvaient, que vous le vouliez ou non. « Sheriff Palmer » appela-t-il sans se diriger vers la porte. « Un peu tard pour une visite de courtoisie, non? Ouvrez la porte, Murdoch. Nous devons parler de l'enfant que vous hébergez. » Héberger. Le choix du mot n'était pas accidentel. Il suggérait une activité criminelle illégale qui justifiait tout ce qu'ils avaient l'intention de faire ensuite. 20 ans de paix étaient sur le point de prendre fin, et Hank se surprit à se souvenir de compétences qu'il espérait ne plus jamais avoir à utiliser. La confrontation avec le shérif Palmer dura près d'1 heure. Une danse prudente entre menaces juridiques et obstination montagnarde qui se termina par le retrait des hommes de loi dans la nuit. Mais Hank savait qu'il reviendrait, probablement avec plus d'autorité et moins de patience. Après avoir sécurisé la cabane et vérifié que Penny, qui s'était endormie dans sa cachette en serrant sa poupée, allait bien, il se trouva incapable de se reposer. Il passa les heures sombres avant l'aube à fouiller méthodiquement les quelques affaires de Penny, à la recherche de tout ce qui pourrait expliquer le message énigmatique de Pete au sujet d'un véritable testament. Sa petite valise contenait des vêtements pratiques mais usés, quelques livres pour enfants dont les pages déchirées avaient été soigneusement réparées, et au fond, enveloppé dans une taille d'oreiller décolorée, un paquet de papiers attachés avec de la ficelle. La plupart étaient des dessins qu'elle avait réalisés.
des croquis détaillés de paysages montagneux qui témoignaient d'un talent remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais sous les dessins, Hank trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Une enveloppe qui lui était adressée, écrite de la main familière de Pete, à n'ouvrir que si Penny avait besoin d'être protégée. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il brisa le seau de cire. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles de papier couvertes de l'écriture soignée de Pete, datées de 2 mois seulement avant sa mort. Mon cher ami, si tu lis ceci, c'est que mes pires craintes se sont réalisées. Les vautours ont tournoyé, et ma petite Penny a besoin de quelqu'un qui comprenne que la famille n'est pas toujours une question de sang. Je les observe depuis 3 ans maintenant, comptant mon argent tout en feignant de se soucier de son bien-être. Ils ont montré leur vraie nature à travers une douzaine de petites cruautés. Le débarras, les vêtements bon marché, la façon dont ils parlent d'elle comme si elle ne pouvait pas entendre. Je sais que tu penses avoir laissé tomber Thomas et sa famille il y a toutes ces années. Tu as porté cette culpabilité comme un poids sur ta poitrine, convaincu que t'en aller t'avait rendu faible. Mais j'étais là, Hank, j'ai vu ce qu'ils t'ont fait. Comment ils ont déformé chaque tentative de compromis pour en faire une preuve d'égoïsme. Tu es parti parce que tu étais le seul à comprendre que certaines luttes détruisent toutes les personnes impliquées, gagnant comme perdant. Maintenant, je te demande de te battre une dernière fois. Pas pour l'argent ou la propriété, mais pour quelque chose qui compte vraiment. Benny est la meilleure partie de notre famille, la seule à avoir hérité du bon cœur de Thomas et de votre intégrité obstinée. Elle mérite mieux que d'être élevée par des gens qui la considèrent comme un inconvénient avec des complications juridiques. La famille connaît mon testament officiel, celui qui lègue tout à Penny en leur confiant de la garde. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je l'ai révisé il y a 6 mois. La nouvelle version te désigne comme son tuteur et l'administrateur de son héritage. Mon avocat, Henry Blackton, et Millfield, a les vrais documents sous clé dans son coffre-fort. La famille a travaillé avec des copies, croyant qu'elle prendrait le contrôle de tout à ma mort. Penny ne connaît pas les détails, mais je l'ai préparée à la possibilité qu'elle ait besoin de te retrouver. Je lui ai raconté des histoires, lui ai transmis mes compétences, lui ai appris à être assez forte pour survivre à tout ce qui pourrait arriver. Elle dessine ses montagnes de mémoire depuis 2 ans, apprenant chaque crête et chaque vallée à partir de mes descriptions. Si jamais elle doit s'enfuir, elle saura comment se rendre à votre cabane. J'aurais aimé pouvoir faire les choses différemment. J'aurais aimé pouvoir la protéger sans vous imposer ce fardeau, mais tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour l'aimer pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente. La seule qui se battra pour elle sans compter le prix à payer. La deuxième feuille de papier est une carte indiquant le bureau de Blackton, accompagnée des mots de Pexobus qui prouveront l'identité de Penny. La 3e page contient des numéros de compte bancaire et des codes d'accès. Des fonds d'urgence que j'ai mis de côté au cas où tu devrais disparaître avec elle pendant un certain temps. La cupidité de la famille les a rendus dangereux et les gens désespérés font des choses terribles. Prends soin d'elle. Hank, elle est la dernière bonne chose que notre famille ait produite. Ton ami, Pete Dawson. Hank lut la lettre 2 fois, chaque mot le frappant comme un coup physique. Pete ne s'était pas contenté de se préparer à cette éventualité. Il l'avait orchestrée, passant des années à enseigner à Penny les compétences dont elle aurait besoin pour survivre et trouver le chemin de la sécurité. Le vieil homme avait joué un jeu plus complexe que quiconque ne l'avait réalisé, utilisant la cupidité de la famille contre elle. La carte menant au cabinet de l'avocat Blackstone indiquait un itinéraire qui les ferait parcourir 65 km de sentiers de campagne, évitant les routes principales où ils risquaient d'être interceptés. Bede avait même noté les passages saisonniers à Goué et les caches de provisions d'urgence qu'il avait établis au cours de l'année écoulée. Les informations sur les comptes bancaires révélaient l'ampleur réelle des préparatifs de Pete. 3 comptes distincts dans différentes villes, chacun contenant suffisamment d'argent pour nourrir et loger un homme et un enfant pendant des mois. Pete Dawson s'était préparé à la guerre. Alors que l'aube se levait sur les montagnes, Hank entendit Penny s'agiter dans la pièce du fond. Elle émergea en se frottant les yeux, les cheveux ébouriffés, sa poupée à la main. « Sont-ils revenus ?» demanda-t-elle, immédiatement alerte malgré son réveil récent. « Ils sont partis. » Pour l'instant, Hank plia soigneusement la lettre et la glissa dans la poche de sa chemise. « Penny, j'ai une question importante à te poser. Ton grand-père t'a-t-il déjà parlé d'un avocat nommé Henry Blackstone? »
Elle acquiesça immédiatement. Monsieur Blackstone venait souvent rendre visite à grand-père Pete, toujours quand la famille n'était pas là. Grand-père Pete disait que c'était le genre d'avocat qui travaillait pour les gens plutôt que pour l'argent. Les as-tu déjà vus ensemble en train de travailler sur des papiers? Oui. Grand-père Pete m'envoyait dehors pour que je m'entraîne à dessiner, mais je pouvais les voir à travers la fenêtre. Monsieur Blackstone apportait une grande mallette en cuir remplie de documents et il les étalait sur la table de la cuisine. Parfois, grand-père Pete m'appelait pour que j'écrive mon nom sur certains documents. Tu te souviens de quel genre de choses? Penny fronça les sourcils, concentrée. Des documents juridiques avec beaucoup de mots compliqués que je ne comprenais pas, mais grand-père Pete m'expliquait que c'était des papiers d'assurance, pour s'assurer que je serais prise en charge s'il lui arrivait quelque chose. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Pete avait été méthodique dans ses préparatifs, s'assurant que même une enfant de 7 ans puisse comprendre son rôle dans le plan. Mais le retour de la famille avec le shérif Palmer signifiait que la fenêtre pour trouver des solutions juridiques se refermait rapidement. Penny, que dirais-tu d'aller rendre visite à M. Blackstone? Elle écarquilla les yeux, comprenant soudain. Grand-père Pete m'a dit que je devrais peut-être le faire un jour. Il m'a appris à traverser les montagnes, m'a montré comment repérer les points de repère et suivre les sentiers cachés. Cela pourrait être dangereux. La famille te recherche et elle n'abandonnera pas facilement. Penny redressa les épaules avec une détermination qui rappela fortement à Hank le Pete de sa jeunesse. Grand-père Pete disait que le courage, ce n'était pas ne pas avoir peur. C'était faire ce qu'il fallait faire, même quand on avait peur. C'était un homme intelligent. Il disait que tu comprendrais cela mieux que quiconque. Elle le regarda avec ses 2 yeux pleins de compréhension. Il disait que tu avais été courageux toute ta vie, même quand les gens te disaient que tu ne faisais que fuir. La confiance dans sa voix était à la fois humiliante et terrifiante. Pete avait passé des années à préparer cet enfant à dépendre de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. Quelqu'un qui se cachait du monde depuis 2 décennies. La responsabilité lui semblait énorme. Nous partirons ce soir. Hank a décidé qu'il serait plus difficile de nous suivre une fois la nuit tombée. Et la cabane? Toutes tes affaires. Hank regarda autour de lui la maison qu'il avait construite de ses propres mains. Le sanctuaire qu'il avait abrité pendant 20 ans d'exil volontaire. Chaque planche, chaque pierre, chaque fenêtre soigneusement placée représentait une vie qu'il avait construite dans un isolement délibéré, loin des complications humaines. Certaines choses sont plus importantes que d'autres, dit-il finalement. Penny acquiesça solennellement, le visage jeune empreint de compréhension. Grand-père Pete a dit que tout avait fait la différence. Les souvenirs affluèrent alors que Hank se préparait pour ce qui pourrait être sa dernière nuit dans la cabane de montagne. Cela faisait 28 ans qu'il n'avait pas préparé son équipement tactique, vérifié ses armes et calculé le poids de ses provisions pour une mission dangereuse. Sa mémoire musculaire revint avec une facilité déconcertante. Ses mains se dirigèrent automatiquement vers les munitions d'infanterie, du matériel de test, du plan d'urgence que la vie civile lui avait appris à oublier, dans un compartiment secret sous le plancher de sa chambre. Il récupéra des objets qui appartenaient à une autre version de lui-même. Les médailles militaires vinrent en premier, l'étoile de bronze, le cœur pourpre, la croix du service distingué, des décorations pour une guerre que la plupart des gens préféraient oublier. Sous celle-ci se trouvaient des souvenirs plus pratiques de sa vie antérieure, un couteau tactique aux manches usées, des lunettes de vision nocturne dans un étui étanche et des fournitures médicales d'urgence qui avaient sauvé plus de vies qu'il ne pouvait en compter. Le sergent-chef Henry Hank Murdoch avait été l'un des spécialistes de reconnaissance les plus décorés de l'armée, un homme capable de suivre les mouvements de l'ennemi sur des terrains impraticables et de survivre derrière les lignes ennemies pendant des semaines avec un minimum de provisions. Cet homme lui semblait être quelqu'un d'autre jusqu'à ce soir, où la protection de Penny l'obligeait à se souvenir de compétences qu'il avait enfouies avec son uniforme. Le couteau lui semblait familier dans ses mains, malgré des années d'inutilisation. Au cours de ses 3 missions, il avait été son compagnon constant dans les jungles, où un moment d'inattention pouvait signifier la mort. Aujourd'hui, il allait l'aider à protéger une fillette de 7 ans dont le seul crime était d'être née dans une famille qui accordait plus d'importance à l'argent qu'à l'amour. Penny le regardait depuis l'embrasure de la porte pendant qu'il préparait son équipement, les yeux écarquillés par la fascination plutôt que par la peur. « Tu étais soldat il y a longtemps. Grand-père Pete m'a raconté des histoires sur la guerre,
Mais il ne m'a jamais dit que tu y avais participé. Hank interrompit ses préparatifs, se souvenant des conversations qu'il avait eues avec Pete pendant les mois difficiles qui avaient suivi la mort de Thomas. Pete était l'une des rares personnes à comprendre pourquoi la transition entre la vie militaire et la vie civile avait été si difficile. Pourquoi Hank se réveillait parfois en hurlant à cause de cauchemars sur les rizières et la canopée de la jungle. Ton grand-père m'a aidé à traverser des moments difficiles après mon retour. Il comprenait que certaines guerres ne s'arrêtent pas simplement parce que l'on quitte le champ de bataille. C'est pour ça que tu es venu vivre dans la montagne? La question le toucha plus profondément qu'il ne l'avait prévu. En partie, la guerre m'a appris que les gens pouvaient être cruels d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais elle m'a aussi appris que parfois, il faut se battre pour les choses qui comptent, même quand les chances sont contre toi. Il brandit l'étoile de bronze dont le ruban était décoloré, mais dont le métal était encore brillant. J'ai reçu ça pour avoir mené une mission de sauvetage derrière les lignes ennemies. 12 hommes étaient piégés depuis 3 jours sans moyen de rentrer chez eux. Le commandement a déclaré que la mission était trop dangereuse, que nous devions les considérer comme des pertes acceptables. Mais tu ne l'as pas fait. Vous ne pouviez pas. Ils comptaient sur quelqu'un pour venir les chercher. Il rangea la médaille dans son écrin, mais garda le couteau tactique. Vous avez ramené les 12 hommes à la maison. Vous avez perdu de bons amis en le faisant. Mais parfois, c'est le prix à payer pour faire ce qui est juste. Penny acquiesça avec l'expression sérieuse de quelqu'un qui essaie de comprendre des concepts qui dépassent ton âge, comme prendre soin de moi, même si c'est dangereux. Exactement comme ça, le parallèle ne lui échappait pas. Une fois de plus, on lui demandait de tout risquer pour des gens qui comptaient sur lui pour faire les bons choix. La différence, c'est que cette fois-ci, un échec ne signifierait pas seulement sa propre mort. Cela signifierait abandonner une enfant à des gens qui ne la considéraient que comme un obstacle juridique à leur héritage. De l'extérieur venait le bruit de véhicules roulant lentement sur la route de montagne. Ce n'étaient pas les chevaux de tout à l'heure. Il s'agissait de camions ou de SUV, des moyens de transport modernes qui suggéraient que la famille avait décidé que la subtilité n'était plus nécessaire. Hank se dirigea vers la fenêtre et jeta un coup d'œil à travers le rideau. 3 paires de phares remontaient le sentier sinueux, avançant à un rythme délibéré, comme des gens qui connaissaient leur destination et ne craignaient pas d'être repérés. « Ils reviennent, dit-il doucement. » Penny se plaça à ses côtés, se mettant sur la pointe des pieds pour voir par la fenêtre. Son petit corps tremblait légèrement, mais sa voix restait ferme. « Combien? » Difficile à dire, mais plus qu'avant. Il se tourna vers elle. Cet enfant remarquable qui affrontait le danger avec un courage qui aurait impressionné son ancienne unité. « Es-tu prête pour le voyage dont nous avons parlé? » Elle acquiesça fermement. « Grand-père Pete m'a fait m'entraîner à faire mes bagages rapidement. Il m'a dit que si le moment venait, je devrais être prête en 5 minutes. C'est un art. Homme intelligent, va chercher tes affaires. Nous partons maintenant. » Pendant que Penny rassemblait ses affaires, Hank terminait ses propres préparatifs. Il rangea son équipement tactique dans un sac à dos militaire pouvant contenir suffisamment de provisions pour 1 semaine en territoire hostile. Des rations d'urgence, des comprimés pour purifier l'eau, des fournitures de premiers secours et des vêtements pour le froid remplissaient tout l'espace disponible. La cabane qui avait été son refuge pendant 20 ans lui semblait soudainement être un piège. Chaque fenêtre représentait une position potentielle pour un tireur embusqué, chaque porte un point vulnérable. Son entraînement militaire le poussa automatiquement à répertorier les positions défensives et les voies d'évacuation, à planifier des scénarios qu'il espérait ne plus jamais avoir à affronter. Penny revint, portant seulement sa petite valise et la poupée en tissu, se déplaçant avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui comprend que le bruit peut signifier la capture. « Je suis prête. Bravo. Maintenant, écoute attentivement. Nous allons sortir par la porte arrière et traverser les bois. Reste près de moi. Marche où je marche et ne fais aucun bruit à moins que je te dise que tu peux le faire sans danger. » Les véhicules étaient maintenant plus proches, leur moteur audible à travers les murs de la cabane. Hank estima qu'ils avaient peut-être 10 minutes avant que la famille et leur renfort n'atteignent sa clairière. Il enfila son sac à dos et vérifia une dernière fois son couteau avant de conduire Penny vers la sortie arrière de la cabane. La porte s'ouvrit sans bruit. Il avait entretenu chaque partie de sa maison avec la précision de quelqu'un qui pourrait un jour dépendre
de la fiabilité mécanique pour survivre. L'air nocturne était glacial, chargé de l'odeur de la neige et des aiguilles de pin. Au-dessus d'eux, les étoiles fournissaient suffisamment de lumière pour s'orienter, même si les yeux de Hank s'étaient adaptés à l'obscurité bien avant que la vie civile ne rende ses compétences inutiles. Ils se déplaçaient dans la forêt comme des fantômes. La formation militaire de Hank les guidait sur des chemins qui laissaient le moins de traces possible. Derrière eux, les phares devenaient plus brillants à mesure que les véhicules approchaient de sa propriété. « Oncle Hank », murmura Penny, utilisant ce titre pour la première fois. « Qu'y a-t-il? Grand-père Pete m'a dit de te dire quelque chose. Si jamais nous devions fuir ensemble, qu'est-ce que ce serait? » Il a dit, « Se souvenir que certains combats méritent d'être gagnés et que certaines personnes méritent d'être sauvées, quel qu'en soit le prix. » Ces mots le frappèrent avec la force d'une révélation. Pete savait que ce moment arriverait. Il les avait préparés tous les deux à cette situation précise. Le vieil homme avait orchestré les événements depuis l'au-delà, utilisant sa connaissance du caractère de Hank et de la cupidité de la famille pour mettre en place le seul dénouement qui permettrait d'assurer la sécurité de Penny. Derrière eux, des voix en colère résonnaient dans la montagne lorsque l'équipe de recherche découvrit une cabane vide. Leurs fenêtres de fuite se refermaient rapidement. « Allez, petite !» murmura Hank. « Il est temps de disparaître. » Ils se fondirent dans l'obscurité comme de la fumée, ne laissant aucune trace, si ce n'est le souvenir de la chaleur qui avait autrefois rempli une cabane dans la haute montagne. La tempête hivernale les frappa 3 heures après le début de leur périple, transformant la nature sauvage de la montagne en un labyrinthe de neige tourbillonnante et de vent glacial. Ce qui avait commencé comme une retraite tactique à travers un territoire familier se transforma en une lutte désespérée pour la survie. Alors que la visibilité tombait à quelques mètres et que la température chutait à des niveaux mortels. Hank les conduisit à l'une des caches de provisions d'urgence de Pete, un conteneur résistant aux intempéries caché sous une formation rocheuse distinctive que le vieil homme avait marquée sur sa carte dessinée à la main. À l'intérieur, ils trouvèrent des couvertures thermiques de qualité militaire, des rations alimentaires d'urgence et, surtout, des sacs chauffants chimiques qui pouvaient faire la différence entre survivre à la nuit et devenir une nouvelle victime de la montagne. « Comment grand-père Pete savait-il où les mettre? » demanda Benny, les dents claquant malgré la couverture thermique enroulée autour de ses épaules. Il a passé 40 ans à chasser dans ces montagnes. Il connaissait probablement chaque rocher et chaque arbre entre ici et la vallée. Hank activa 2 sachets chauffants et lui en tendit un. Mais je commence à penser qu'il avait prévu cette situation précise. Il s'abritait dans une dépression naturelle entre 2 pins tombés, invisible pour quiconque les cherchait à plus de 6 mètres. La tempête leur offrait une couverture parfaite pour leur fuite, mais cela signifiait également que les secours seraient impossibles si quelque chose tournait mal. Penny sortit son carnet de son manteau et commença à écrire à la faible lumière d'une petite lampe torche LED. Même dans ces conditions, elle conservait l'habitude de son grand-père de documenter des événements importants. « Qu'est-ce que tu écris maintenant? Comment tu savais exactement où trouver l'argent, même dans la tempête? Et comment tu nous as gardés au chaud alors que j'avais trop peur pour réfléchir clairement? » Elle le regarda avec ses yeux perspicaces. Grand-père Pete disait que les soldats apprenaient à prendre soin des autres, même quand il était déjà difficile de prendre soin d'eux-mêmes. Cette observation touchait Hank plus qu'il ne voulait l'admettre. L'entraînement militaire lui avait appris à privilégier les objectifs de la mission plutôt que son confort personnel, mais il lui avait aussi appris que certaines missions valaient tous les sacrifices. Assurer la sécurité de cet enfant était devenu l'objectif le plus important de sa vie. Ton grand-père comprenait très bien ce qui pousse les gens à faire ce qui est juste. Il disait que tu étais la personne la plus courageuse qu'il ait jamais connue, car tu avais choisi d'être seul plutôt que de souffrir. Les personnes qui te tenaient à cœur, je n'étais pas courageux. Penny, j'avais peur. Peur d'empirer les choses, peur de dire quelque chose de mal, peur d'être le genre de personne qui cause plus de problèmes qu'elle n'en résout. Penny réfléchit à cela avec le sérieux d'une personne beaucoup plus âgée. Mais tu es venu me chercher alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Pour moi, c'est courageux. La foi simple dans sa voix détendit légèrement la poitrine de Hank. Pendant 20 ans, il avait porté le poids de croire que son retrait du conflit familial était de la lâcheté déguisée en principe. Mais vu à travers les yeux de cet enfant, ses actions prenaient un sens différent.
La tempête commença à s'apaiser à l'approche de minuit, révélant un paysage transformé par plusieurs centimètres de neige fraîche. Au loin, ils pouvaient voir des lumières se déplacer dans la forêt, des lampes de poche et des lanternes portées par des équipes de recherche qui devaient probablement elles-mêmes souffrir du froid. Ils continuent à chercher, observa Benny. Ils chercheront toute la nuit s'il le faut. Cet héritage a trop d'importance pour eux. Combien d'argent pensez-vous qu'il y ait? Hank s'était posé la même question. Les informations sur le fonds d'urgence de Pete suggéraient des ressources substantielles, mais le comportement désespéré de la famille laissait entendre que quelque chose d'encore plus important était en jeu, suffisamment pour les pousser à tout risquer afin de le récupérer dans la poche de son manteau. Penny sortit un papier plié qui semblait différent des autres, plus ancien, plus officiel. Grand-père Pete m'a donné ça juste avant d'être trop malade pour parler. Il m'a dit que c'était le document le plus important que je posséderais jamais et que je ne devais jamais laisser personne me le prendre. Elle le tendit à Hank qui le déplia soigneusement dans la pénombre. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Il s'agissait d'un titre de propriété minière, daté de 50 ans auparavant, accordant à Peter Dawson la propriété exclusive des droits d'exploitation minière et de forage sur 3000 acres de terrain montagneux. Mais plus important encore, il comprenait un rapport d'études géologiques qui identifiait d'importants gisements de cuivre et d'argent sur l'ensemble du territoire. Les implications frappèrent Hank comme un coup physique. Il ne s'agissait pas seulement de la maison et du compte d'épargne de Pete. La famille ne se disputait pas pour quelques dizaines de milliers de dollars. Elle se disputait pour des millions, voire des dizaines de millions de dollars en droits miniers qui deviendraient accessibles à mesure que la technologie minière s'améliorerait et que les prix des métaux augmenteraient. Penny, ton grand-père t'a-t-il jamais expliqué ce que signifiait ce document? Il disait que c'était comme posséder l'intérieur des montagnes, et pas seulement l'extérieur, et qu'un jour, quand je serai grand, cela me permettrait de ne jamais avoir à dépendre de quelqu'un qui ne se souciait pas vraiment de moi. La famille était-elle au courant? Je ne pense pas. Grand-père Pete le gardait dans une cachette spéciale et ne me l'a montré qu'une seule fois. Il disait que c'était notre secret jusqu'à ce que je sois assez grande pour comprendre ce que cela signifiait. Le document entre les mains de Hank représentait une richesse générationnelle. Le genre de droits miniers pour lesquels les sociétés minières paieraient des fortunes. Pete ne se contentait pas de protéger sa petite fille contre des parents cupides. Il la protégeait contre des gens qui seraient prêts à tuer pour ce qu'elle possédait sans le savoir. Les lumières dans la forêt se rapprochaient. Cheyenne et Hank pouvaient entendre des voix portées par le vent. Des voix masculines discutant des schémas de recherche et des voies d'évasion possibles avec l'efficacité de personnes qui avaient déjà fait ce genre de travail auparavant. Nous devons partir, dit-il doucement, en pliant l'acte de propriété des droits miniers et en le rangeant dans la poche intérieure de son manteau. Ils sont organisés et ils n'abandonneront pas. Alors qu'ils se préparaient à quitter leur abri temporaire, Penny regarda en direction de sa cabane, désormais invisible dans le lointain et l'obscurité. « Je suis désolé qu'il t'ait fait quitter ta maison. La maison n'est pas un lieu, ma petite. Ce sont les personnes que tu ferais tout pour protéger. » Elle sourit à ces mots. C'était la première expression de bonheur sincère qu'il voyait sur son visage depuis le jour où ils s'étaient rencontrés. Grand-père Pete disait la même chose. Il disait « La maison, c'est là où les gens qui t'aiment t'attendent. » Ils s'enfoncèrent dans la nature sauvage, suivant l'itinéraire soigneusement planifié par Pete vers la vallée et le cabinet de l'avocat Blackstone. Derrière eux, les équipes de recherche continuèrent leur ratissage systématique des montagnes. Ignorant que leur proie transportait des documents qui allaient transformer ce conflit de guerre dans quelque chose de bien plus dangereux, les nuages d'orage commençaient à se dissiper, révélant les étoiles qui les guideraient pendant les heures restantes jusqu'à l'aube. Mais Hank savait que le jour apporterait de nouveaux dangers et qu'il faudrait plus que des compétences de survie et une connaissance des montagnes pour atteindre l'avocat. Il faudrait affronter une famille dont la cupidité leur avait déjà coûté leur humanité et qui ne reculerait devant rien pour réclamer ce qu'elle estimait lui appartenir de droit. L'aube se leva, grise et froide, alors qu'ils atteignaient la périphérie de Millfield, une petite ville de montagne qui servait de chef-lieu au comté et abritait le cabinet d'avocat Henry Blackstone. Après avoir parcouru pendant 8 heures des sentiers de montagne périlleux dans des conditions proches du gel, Hank et Penny étaient épuisés.
Mais la vue de la civilisation devant eux leur redonna de l'énergie. Le cabinet de Blackton occupait le deuxième étage d'un bâtiment en briques qui abritait des avocats depuis plus d'un siècle. L'enseigne à l'extérieur indiquait Henry Blackton, avocat, fondé en 1987, mais le bâtiment lui-même suggérait des racines beaucoup plus anciennes dans les affaires juridiques de la communauté. Ils montèrent un escalier en bois étroit qui craquait à chaque pas, annonçant leur arrivée à quiconque pouvait l'entendre. En haut, une porte en verre dépolie portait le nom de Blackstone en lettres dorées qui avaient connu des jours meilleurs. Hank frappa et une voix rauque répondit « Nous sommes fermés jusqu'à lundi. Revenez à ce moment-là, Monsieur Blackstone. Je m'appelle Hank Murdoch. Je crois que Pete Dawson vous a laissé des documents concernant sa petite-fille, Penny. » Le silence qui suivit fut si long que Hank se demanda si l'avocat l'avait entendu. Puis il entendit le bruit d'une chaise qui raclait le parquet, suivi de pas lourds qui s'approchèrent de la porte. « Vous avez dit Murdoch. »« Oui, monsieur. » La lettre de Pete disait que vous nous attendiez. Plusieurs serrures se tournèrent de l'autre côté de la porte avant qu'elle ne s'ouvre pour révéler un homme d'environ 70 ans, aux yeux perçants derrière des lunettes à monture métallique. Henry Blackton était habillé comme quelqu'un d'une autre époque. Bretelles, chemise blanche aux manches retroussées et gilet qui avait probablement été à la mode lorsqu'il avait commencé à exercer le droit. « Jésus-Christ » souffla-t-il en regardant Hank, puis Penny, puis Hank à nouveau. « Pete m'avait dit que vous viendriez, mais je ne le croyais pas vraiment. Entrez, je vous en prie. » L'intérieur du bureau était à l'image de son propriétaire. Des livres de droit reliés en cuir tapissaient tous les murs. Un immense bureau en bois était recouvert de piles de documents soigneusement classés et une odeur persistante de tabac à pipe et de vieux papiers flottait dans l'air. C'était le genre d'endroit où des affaires importantes se traitaient depuis des générations. Blackstone verrouilla la porte derrière eux avec les mêmes serrures multiples, puis leur fit signe de s'asseoir sur des chaises qui avaient probablement servi à d'innombrables clients au fil des décennies. Pete Dawson était l'un de mes plus vieux amis. Il commença sans préambule. Nous sommes allés à l'école ensemble, avons servi ensemble en Corée, sommes rentrés chez nous et avons construit notre vie ensemble dans cette vallée. Quand il m'a demandé de m'occuper de ses dernières dispositions, je savais que ce serait compliqué. Je n'avais pas réalisé à quel point jusqu'à hier. « Que s'est-il passé hier ?» demanda Hank. La famille s'est présentée avec son propre avocat. Ils étaient trois, Victoria, Raymond et le garçon Dale, accompagnés d'un avocat rusé de Denver nommé Morrison. Ils avaient le testament original de Pete, celui qui les désignait comme tuteur de Penny, et ils voulaient avoir immédiatement accès à sa succession. Que leur avez-vous répondu? Les yeux de Blackstone ont brillé d'un éclat qui pouvait être de l'amusement. Je leur ai dit de la vérité, à savoir que j'étais l'avocate attitré de Pete Dawson et que toute question juridique concernant sa succession devait passer par moi, et ils n'ont pas aimé cette réponse. Ils ont commencé à parler de porter l'affaire devant la capitale de l'État, d'obtenir des ordonnances judiciaires impliquant les autorités fédérales si nécessaire. Morrison, leur avocat, a laissé entendre que j'étais un vieux fou qui ne comprenait pas les procédures juridiques modernes. Penny a pris la parole pour la première fois depuis son arrivée dans le bureau. « Qu'est-ce que grand-père Pete t'a dit à mon sujet? » L'expression sévère de Blackstone s'adoucit lorsqu'il la regarda. « Il m'a dit que tu étais la petite fille la plus intelligente et la plus courageuse qu'il ait jamais connue. Il a dit que tu avais traversé plus d'épreuves en 7 ans que la plupart des gens dans toute leur vie et que tu méritais mieux que la famille dans laquelle tu étais né. T'a-t-il parlé du véritable testament? » En effet. Blackstone se leva de sa chaise et se dirigea vers un grand coffre-fort dans le coin du bureau. Mais avant d'en arriver là, je dois vous dire autre chose. Quelque chose que Pete a découvert 2 semaines avant sa mort. Il sortit un épais dossier en papier Kraft, retourna à son bureau et l'ouvrit pour révéler des documents qui semblaient officiels et inquiétants. Pete avait engagé un détective privé pour enquêter sur les finances de la famille. Il se méfiait de certains de leurs comportements, en particulier de leur intérêt soudain pour ses affaires juridiques. Blackton sortit une photo et la fit glisser sur le bureau. Voici le véritable mari de Victoria Ashford. La photo montrait Victoria bras dessus bras dessous, avec un homme qui n'était certainement pas celui qu'ils avaient présenté comme son mari lors des funérailles de Pete. L'homme était plus jeune, vêtu de vêtements coûteux et arborant un sourire prédateur, qui suggérait qu'il avait acquis sa fortune par des moyens douteux. Il s'appelle Vincent Caruso.
Il fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour fraude minière et évasion fiscale. Il semble qu'il ait utilisé les relations familiales de sa femme pour identifier des propriétés de valeur pouvant être acquises par des manipulations juridiques. Hank sentit son estomac se nouer. Vous voulez dire que tout cela était prémédité? Oh, il y a pire. Blackstone sortit un autre document. Le détective privé avait également découvert que la mort de Pete n'était pas aussi naturelle que tout le monde le pensait. Le rapport médical qu'il tenait entre ses mains montrait des signes d'empoisonnement systématique, de petites doses de métaux lourds administrées pendant plusieurs mois, destinées à imiter les symptômes d'une défaillance organique naturelle chez un homme âgé. Ils l'ont assassiné, dit Penny doucement, d'une voix neutre qui traduisait davantage le choc que la surprise. C'est ce que pensait le détective. Pete s'en doutait lui-même vers la fin, c'est pourquoi il a révisé son testament et pris des dispositions pour assurer votre protection. Blackstone regarda Hank droit dans les yeux. Il savait qu'il viendrait la chercher dès que la succession serait réglée. Que contient le véritable testament? Blackstone retourna au coffre-fort et en sortit un porte-document en cuir qui semblait beaucoup plus officiel que tout ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent. Le testament final de Pete Dawson, dûment signé et juridiquement contraignant, avait été déposé dans ce bureau 6 mois avant sa mort. Il ouvrit le porte-document et commença à lire d'une voix solennelle d'avocat. « Moi, Peter James Dawson, saint d'esprit et de corps, lègue par la présente l'intégralité de ma succession, y compris tous mes biens immobiliers, actifs financiers et droits minières, à ma petite-fille, Penny Murray Dawson, avec Henry Marcus Murdoch désigné comme son tuteur légal et administrateur jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 25 ans. » Ces mots frappèrent Hank comme un coup physique. Non seulement Pete l'avait désigné comme tuteur de Penny, mais il l'avait également rendu responsable de la gestion de ce que l'acte de propriété des droits miniers suggérait être des actifs pouvant atteindre plusieurs millions de dollars. Il y a plus, poursuivit Blackstone. Pete avait également inclus une clause stipulant que si quelque chose de suspect lui arrivait, ou si la famille tentait de contester ce testament par des moyens frauduleux, l'ensemble de la succession serait placé sous protection fédérale dans l'attente d'une enquête criminelle. Cela signifie qu'hier, lorsque la famille a tenté de présenter des documents de tutelle falsifiés, la succession de Pete est devenue une preuve dans une enquête fédérale pour meurtre et les implications les ont frappés comme une avalanche. La famille ne se battait pas seulement pour la garde d'un enfant et son héritage. Il s'agissait de conspirateurs criminels qui tentaient de dissimuler un meurtre alors que le gouvernement fédéral commençait à monter un dossier contre eux. Comment? Bien avant que les autorités ne se saisissent de l'affaire, demanda Hank. Le FBI est déjà impliqué, mais ces choses prennent du temps, des semaines, voire des mois, pour monter un dossier en béton. Blackstone les regarda tous les deux avec sérieux. En attendant, vous êtes tous les deux en grand danger. Les gens qui tuent pour de l'argent n'hésitent pas à tuer pour protéger leur investissement. Que faisons-nous? Pete avait également anticipé cela. Blackstone sortit un dernier document. Des documents de voyage et des papiers d'identité pour Hank et Penny, ainsi que les codes d'accès à des comptes bancaires dans 3 États différents. Il a tout mis en place pour que vous puissiez disparaître jusqu'à ce que la situation juridique se résolve. Penny avait écouté tout cela avec le calme d'une personne beaucoup plus âgée. Mais maintenant, elle parlait avec la voix d'un enfant effrayé. « Je ne veux pas disparaître. Je veux que les méchants aillent en prison. » Blackstone échangea un regard avec Hank par-dessus la tête de Penny. Parfois, ma chérie, la seule façon de s'assurer que les méchants aillent en prison est de rester en vie assez longtemps pour témoigner contre eux. Dehors, le bruit de plusieurs véhicules s'arrêtant dans la rue en contrebas les fit tous les 3 se figer. À travers la fenêtre du bureau, Hank pouvait voir des SUV noirs aux vitres teintées, le genre de véhicule qui suggérait beaucoup d'argent et de sérieux ennuis. « La sortie arrière ?» demanda-t-il à Blackstone. « L'escalier de secours. Mais ils l'ont probablement surveillé aussi. » La voix de Victoria résonna clairement depuis la rue en contrebas. « Nous savons que vous êtes laid, Murdoch. Envoyez la fille et personne ne sera blessé. » La bataille pour la vie de Penny était sur le point d'entrer dans sa phase finale. Et Hank réalisa que toute sa formation militaire, toute la planification minutieuse de Pete, pourrait ne pas suffire à la protéger de personnes qui avaient déjà prouvé qu'elles étaient prêtes à tuer pour obtenir ce qu'elles voulaient. Le cabinet d'avocats de Blackstone était devenu une forteresse assiégée. 3 étages de briques et de mortier les séparaient de la conspiration criminelle
qui avait assassiné Pete Dawson et qui voulait maintenant s'emparer de sa petite fille. Depuis la fenêtre du deuxième étage, Hank pouvait compter au moins 8 hommes qui se positionnaient autour des sorties du bâtiment, se déplaçant avec l'efficacité professionnelle de personnes habituées à la violence. « Connaissez-vous bien ce bâtiment ?» demanda-t-il à Blackstone, qui chargeait calmement des cartouches dans un fusil à double canon qui avait probablement appartenu à son grand-père. « Je l'ai construit moi-même en 1987. Je connais chaque planche, chaque fil, chaque entrée et chaque sortie. » Les mains du vieil avocat étaient fermes malgré son âge. Il y a un tunnel qui relie le sous-sol de la quincaillerie voisine, une construction datant de la Prohibition. Tout ce pâté de maisons a été conçu pour faire passer de l'alcool illégal. Penny était assise en tailleur sur le sol près du coffre-fort, déchirant méthodiquement les pages de son carnet et les jetant dans la cheminée du bureau. Elle détruisait les preuves de leur voyage, de leur conversation, tout ce qui pourrait être utilisé contre eux si le pire arrivait. « À quoi penses-tu, petite ?» demanda Hank en vérifiant le chargeur de son pistolet tactique. Grand-père Pete disait toujours que lorsque des méchants vous acculaient, vous aviez 2 choix, vous battre ou disparaître. Mais il disait aussi qu'il existait un 3e choix que la plupart des gens n'envisageaient jamais. Lequel? Faire en sorte que les méchants s'acculent eux-mêmes. La sagesse de ses paroles interrompit les préparatifs des 2 hommes. Cette fillette de 7 ans venait d'énoncer un principe fondamental de la stratégie militaire que la plupart des soldats de carrière n'avaient jamais pleinement compris. Depuis la rue en contrebas, la voix de Victoria trahissait un désespoir grandissant. « Nous sommes au courant du testament, Blackstone. Nous savons ce que Pete a essayé de faire. Mais cette petite fille doit rester avec sa famille, et nous ne partirons pas sans elle. » Hank s'approcha de la fenêtre et regarda à travers les stores. Victoria se tenait au milieu de la rue avec 2 hommes qui ressemblaient à des agents de sécurité professionnels, le genre de personnes qui posent des questions après coup et tirent d'abord. Derrière eux, Dale faisait les 100 pas nerveusement, tandis que Raymond semblait se disputer avec quelqu'un au téléphone. « Ils reçoivent des instructions de quelqu'un, » constata-t-il. « Ce n'est plus seulement de la cupidité familiale. Il y a beaucoup d'argent derrière cette opération. » Blackton le rejoignit à la fenêtre, le visage buriné et sombre. « Vincent Caruso a des relations avec des gens très dangereux. Des droits miniers qui pourraient valoir 50 millions de dollars ont tendance à attirer le genre d'attention que les familles normales ne peuvent pas générer. 50 millions. Penny leva les yeux de ses papiers qu'elle brûlait méthodiquement. C'est pour ça qu'ils ont tué grand-père Pete? En partie? Mais je pense qu'ils l'ont aussi tué parce qu'il avait compris ce qu'il prévoyait de faire. Pete était beaucoup plus intelligent qu'il ne le pensait. Le fusil usé par les combats que Hank avait rapporté de sa cabane reposait maintenant contre le bureau de Blackstone. Son poids familier lui rappelait des compétences qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser dans la vie civile. Mais en regardant les hommes en bas coordonner leur position, il se rendit compte que les règles civiles ne s'appliquaient plus. Ce n'étaient pas des parents en deuil cherchant à obtenir la garde d'un enfant orphelin. C'étaient des criminels exécutant un plan qui avait déjà coûté la vie à une personne et qui n'hésiterait pas à en coûter d'autres. « Monsieur Blackstone, » dit Penny doucement, « grand-père Pete a-t-il laissé d'autres surprises dans son testament? » Les yeux de l'avocat se plissèrent, peut-être sous l'effet de l'admiration. « Bonne question. Oui, il l'a fait. Si quelque chose lui arrivait dans des circonstances suspectes, et si quelqu'un essayait de vous faire du mal ou de vous emmener contre votre gré, toute l'affaire serait immédiatement transférée à la juridiction fédérale. Ce qui signifie qu'il y a environ 10 minutes, lorsque j'ai activé le protocole d'urgence établi par Pete, ce bâtiment est passé sous la protection fédérale. Le FBI est déjà en route. » Hank ressentit un élan d'espoir mêlé à une inquiétude tactique. Combien de temps leur faudrait-il pour arriver? 20 minutes, peut-être 30 si le temps était mauvais. Le délai était problématique. Des professionnels pouvaient s'introduire dans un bâtiment en quelques minutes s'ils étaient suffisamment motivés, et 50 millions de dollars constituaient une motivation substantielle. De l'extérieur, on entendit le bruit de verre brisé. Quelqu'un venait de briser la vitrine de la quincaillerie voisine. La voix de Victoria était empreinte d'une nouvelle urgence. « Dernière chance, Murdoch. Envoyez-la en bas ou nous montons. »« Il bouge, » dit Hank en vérifiant une dernière fois son arme. « Penny, je veux que tu te mettes derrière le coffre-fort et que tu y restes quoi qu'il arrive. » Non. Sa voix était sans appel.
Grand-père Pete disait qu'il ne fallait jamais se cacher devant les brutes. Il disait que se cacher leur donnait l'impression qu'ils pouvaient vous effrayer pour vous faire abandonner. C'est différent, ma chérie. Ces gens sont dangereux. Nous aussi. Elle sortit quelque chose de la poche de son manteau. Une petite radio d'urgence que Hank reconnut comme faisant partie de son propre équipement militaire. Grand-père Pete m'a appris à m'en servir. S'il vous arrive quelque chose, à vous et à M. Blackstone, je pourrais appeler à l'aide et raconter exactement ce qui s'est passé ici au FBI. La radio était plus qu'un simple appareil de communication. C'était un appareil d'enregistrement qui pouvait documenter tout ce qui allait se passer. Pete avait équipé sa petite fille des outils nécessaires pour que justice soit faite, même si aucun d'entre eux ne survivait. Pour le voir. Des pas lourds résonnaient dans le bâtiment en dessous, alors que nos hommes entraient par le tunnel de la quincaillerie. Blackton se plaça dans une position qui lui offrait un champ de tir dégagé vers la cage d'escalier. Son fusil était pointé vers la porte. « Combien de cartouches as-tu » demanda Hank. « 6 dans le fusil, une boîte de 25 sur l'étagère. Tu en as 15 dans le pistolet, 2 chargeurs de rechange. Ça devrait suffire. » Suffire pourquoi? Pour les occuper jusqu'à l'arrivée des renforts. Les pas se rapprochaient, accompagnés de voix basses coordonnant les positions. Ce n'étaient pas des amateurs désespérés. C'étaient des professionnels exécutant un plan bien répété. Mais Hank avait passé des années à combattre des professionnels, et il comprenait que l'entraînement et l'équipement ne signifiaient rien sans la volonté de les utiliser efficacement. « Penny commence à enregistrer, dit-il doucement. Elle activa la radio d'une main sûre, la voix claire et calme, et commença à documenter les événements. Ici Penny Dawson. Nous sommes samedi matin et des méchants essaient de m'emmener loin de mon oncle Hank et de M. Blackstone. Ma famille a assassiné grand-père Pete pour son argent. Et maintenant, ils veulent nous faire du mal aussi. » La première ombre apparut en haut de la cage d'escalier, un homme en tenue, tactique qui se déplaçait avec la grâce fluide de quelqu'un habitué aux opérations de nettoyage de bâtiments. Il portait un fusil automatique avec une compétence professionnelle, mais ses yeux trahissaient une certaine dureté, celle qui vient du fait de considérer les autres comme des obstacles plutôt que comme des êtres humains. « Personne ne doit mourir ici aujourd'hui », a crié l'homme, sa voix résonnant dans le couloir étroit. « Envoyez simplement la fille qui se trouve dans les documents et nous partirons. » « Contre-offre, » a répondu Blackton, sa voix d'avocat dégageant l'autorité d'un tribunal. « Même dans ces circonstances, vous et vos amis partez maintenant. Et peut-être que le FBI ne vous accusera pas de complicité de meurtre. Le FBI ne viendra pas, vieil homme. Et il n'y a pas d'affaire de meurtre, juste une famille qui tente de récupérer ses biens légaux. C'est ainsi que vous appelez une fillette de 7? Des biens? » La question resta en suspens pendant un instant avant d'être répondue par le bruit de plusieurs hommes se mettant en position d'attaque. Hank compta au moins 4 séries distinctes de pas, ce qui signifiait qu'ils étaient 2 fois moins nombreux, sans même compter les hommes qui étaient probablement encore postés à l'extérieur du bâtiment. Mais le nombre ne faisait pas tout dans une situation défensive. L'escalier étroit et la porte unique créaient un goulot d'étranglement naturel qui obligerait les attaquants à avancer un à la fois. Hank avait déjà défendu des positions similaires dans des endroits où les enjeux étaient tout aussi élevés et les chances tout aussi faibles. « Oncle Hank, » murmura Penny, « grand-père Pete m'a dit de te donner quelque chose si jamais nous avions de gros ennuis. » Elle lui tendit un petit objet métallique qu'il reconnut immédiatement. Une grenade à main, de fabrication militaire, probablement un vestige du service militaire de Pete, plusieurs décennies plus tôt. Où l'avait-il trouvé? Il avait dit que c'était une assurance au cas où les méchants amèneraient trop d'amis. La grenade était vieille, mais semblait fonctionnelle, ses mécanismes de sécurité intacts et son potentiel explosif inchangé par les années. Pete avait prévu ce scénario précis, anticipant que sa petite fille pourrait avoir besoin d'une protection qui allait au-delà des documents juridiques et des avocats honnêtes. « Es-tu sûre de toi, ma petite? Une fois que nous aurons commencé à nous battre, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Penny le regarda avec ses 2 yeux pleins de compréhension. Son petit visage affichait une expression de détermination qui lui rappelait fortement tous les soldats avec lesquels il avait servi. Grand-père Pete dit « Certains combats te choisissent, que tu le veuilles ou non. Et quand cela arrive, tu te bats de toutes tes forces, car les personnes que tu aimes comptent sur toi pour gagner. » Dehors, des sirènes se mirent à retentir au loin.
Soit le FBI arrivait plus tôt que prévu, soit les forces de l'ordre local répondaient à des signalements d'hommes armés dans le centre-ville. Quoi qu'il en soit, le calendrier venait de s'accélérer de manière spectaculaire. Dernière chance. La voix de Victoria était désormais hystérique. Nous savons que les fédéraux arrivent. Envoyez-la en bas, où tout le monde dans cet immeuble mourra. Hank regarda Blackstone, qui acquiesça d'un air sombre, puis Penny, qui se dirigeait déjà vers sa position derrière le coffre-fort, la radio d'urgence serrée dans ses petites mains. La bataille pour sa vie était sur le point de commencer. Et pour la première fois en 20 ans, Hank Murdock était prêt à se battre pour quelque chose qui comptait vraiment. Le premier coup de feu brisa le calme matinal, comme un coup de tonnerre, éclatant le cadre de la porte en bois, alors que des hommes armés se précipitaient dans la cage d'escalier avec une précision militaire. La formation tactique de Hank prit le dessus. 20 ans de vie paisible à la montagne s'évaporèrent face au danger immédiat qui menaçait la mission la plus importante de sa vie. Le fusil de Blackstone rugit dans l'espace confiné. Son double canon a touché le premier assaillant en plein cœur, le projetant en arrière sur ses compagnons. L'escalier étroit qui menait au cabinet d'avocat est devenu un couloir de la mort, forçant les mercenaires professionnels à avancer en file indienne sous les tirs défensifs de Hank, qui faisait preuve de l'efficacité froide de quelqu'un qui avait survécu à 3 missions de combat. Et jeunes fédéraux. La voix de Penny portait clairement au-dessus des coupes de feu, alors qu'elle parlait dans la radio d'urgence. Ici Penny Dawson, 92 Main Street, Millfield. Des hommes armés essaient de nous tuer. Ils ont assassiné mon grand-père et maintenant, ils veulent m'assassiner. Son récit calme de la violence qui se déroulait autour d'eux était à la fois déchirant et stratégiquement brillant. Quoi qu'il arrive dans les minutes suivantes, il y aurait une preuve incontestable de qui attaquait qui et pourquoi. La deuxième vague d'attaquants arriva avec des grenades assourdissantes qui remplirent le bureau d'une lumière aveuglante et d'un bruit assourdissant. Mais Hank s'attendait à cette tactique, s'était positionné pour en minimiser les effets, et ses tirs de riposte les repoussèrent dans les escaliers avec des pertes qui rendirent leur avancée bien plus coûteuse qu'ils ne l'avaient prévu. « Combien d'autres ?» demanda Blackton en rechargeant son fusil avec des cartouches probablement plus vieilles que Penny, mais toujours aussi mortelles. Au moins 3 bougeaient encore, peut-être plus à l'extérieur. À travers la fumée et le bourdonnement dans leurs oreilles, ils pouvaient entendre Victoria crier des ordres depuis la rue. « Oubliez les pertes, récupérez cette fille, le FBI est à 2 minutes. » Le désespoir dans sa voix confirmait ce que les sirènes avaient déjà laissé entendre. Leurs fenêtres d'opportunité se refermaient rapidement. Les criminels professionnels pouvaient accepter certaines pertes pour un gain de 50 millions de dollars, mais ils ne risqueraient pas d'être accusés de meurtre par le gouvernement fédéral si la mission devenait impossible à mener à bien. Une nouvelle voix retentit dans la cage d'escalier, une voix qui avait l'autorité de quelqu'un habitué à commander. « Murdock, ici Vincent Caruso. Vous avez quelque chose qui m'appartient et je suis prêt à négocier. Tout ce que j'ai, c'est une petite fille qui mérite une meilleure famille que des meurtriers et des voleurs. Cette petite fille vaut plus d'argent que vous ne pouvez l'imaginer. Assez pour nous assurer une vie confortable à tous. Nous pouvons trouver un arrangement. Nous avons déjà trouvé un arrangement, répondit Hank en vérifiant ses munitions. Elle reste avec moi. La pause qui suivit fut remplie de consultations chuchotées en bas, puis vint le bruit de quelque chose de lourd traîné dans des escaliers. L'équipement suggérait qu'il se préparait à une attaque plus sérieuse que des armes de poing et des grenades assourdissantes. Benny s'accroupit derrière l'énorme coffre-fort, continuant à parler calmement dans la radio. Le méchant a dit qu'il s'appelait Vincent Caruso. Il reste marié à ma tante Victoria. Grand-père Pete a découvert qu'il l'empoisonnait et qu'il essayait de voler les droits miniers de notre montagne. Son témoignage allait créer un dossier juridique qui garantirait que justice soit faite, même si aucun d'entre eux ne survivait aux prochaines minutes. Mais Hank n'avait aucune intention de devenir un martyr. Il avait traversé 8 heures de nature sauvage hivernale pour mettre cet enfant en sécurité, et il n'allait pas la perdre maintenant au profit de criminels qui ne voyaient en elle qu'un obstacle à leur salaire. La radio d'urgence grésilla lorsqu'un message fut transmis. Ici l'agent du FBI Sarah Chen. Nous sommes à 30 secondes. Restez en position et maintenez la communication. 30 secondes auraient tout aussi bien pu être 30 minutes.
Le bruit des outils électriques en dessous suggérait que les hommes de Caruso étaient en train de découper la porte du bureau avec un équipement conçu pour enfoncer rapidement et violemment des positions renforcées. Il est temps d'y aller, dit Blackstone d'un ton grave, en se dirigeant vers une partie du mur qui semblait identique à toutes les autres, mais qui cachait apparemment un autre secret de l'époque de la Prohibition. Il appuya sur un point précis et un panneau pivota vers l'intérieur, révélant un passage étroit qui menait à l'escalier de secours d'origine du bâtiment. Pete a insisté pour que je conserve toutes les anciennes issues de secours lorsque j'ai rénové, dit-il. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin de disparaître rapidement, même d'outre-tombe. Pete Dawson protégeait toujours sa petite fille. « Tu peux passer par ce passage ?» demanda Hank à Penny. « Grand-père Pete m'a fait m'entraîner à grimper et à ramper dans des espaces réduits. Il disait que c'était comme un jeu. Tu es intelligent, passe devant, je te suis. » Mais alors que Penny se dirigeait vers le passage secret, la porte du bureau céda enfin sous l'effet des outils électriques. Des hommes armés se précipitèrent à travers l'ouverture avec l'efficacité coordonnée d'une unité militaire. Leurs armes automatiques étaient prêtes à mettre fin à l'impasse avec une puissance de feu écrasante. Hank eut peut-être 3 secondes pour décider s'il allait suivre Penny vers la sécurité ou rester pour lui faire gagner du temps afin qu'elle puisse s'échapper. Le choix n'en était pas vraiment un. Il retira la goupille de la grenade à main de Pete et la fit rouler vers les assaillants qui avançaient, puis plongea vers le passage secret alors que le monde explosait derrière lui dans un éclat de lumière et un grondement assourdissant, accompagné des cris d'hommes qui avaient sous-estimé la volonté d'un vieux soldat de se battre pour ce qui comptait le plus. Le passage secret les conduisit dans la ruelle, le derrière Main Street, juste au moment où les véhicules du FBI encerclaient l'immeuble du cabinet d'avocats. L'agente Sarah Chen, une femme menue qui semblait habituée aux confrontations violentes, coordonnait l'intervention fédérale avec l'efficacité d'un commandant de terrain ayant déjà géré des situations similaires. « Penny Dawson » cria-t-elle lorsqu'il sortit du passage, son arme dégainée mais sans les viser. « C'est moi » répondit Penny, toujours agrippée à la radio d'urgence qui avait enregistré leur calvaire. « Ce sont les gens Oncle Hank et Monsieur Blackstone. Les méchants sont toujours dans le bâtiment, mais certains d'entre eux sont peut-être blessés. » L'expression de l'agent Chen passa de professionnelle et prudente à quelque chose qui s'apparentait à de l'étonnement lorsqu'elle réalisa qu'elle recueillait le témoignage d'une enfant de 7 ans qui s'exprimait avec la clarté d'un témoin expérimenté. « Es-tu blessé? »« Non, madame. Oncle Hank m'a protégé, comme grand-père Pete savait qu'il le ferait. » De l'intérieur du bâtiment, on entendait les agents fédéraux sécuriser les lieux, crier des ordres de reddition et demander une assistance médicale. L'explosion de la grenade avait été contenue par la construction solide du bâtiment, mais elle avait mis fin à l'assaut de manière décisive. Vincent Caruso, l'agent Chen Blackstone, capturé vivant mais de justesse. 2 de ses sous-traitants n'ont pas survécu. Les autres parlent plus vite que des sténographes judiciaires pour tenter de conclure des accords. L'agent Chen a tourné son attention vers Penny, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur des yeux de l'enfant, avec la patience exercée de quelqu'un qui comprend. Les enfants sont souvent les témoins les plus fiables. Penny, j'ai besoin que tu me racontes tout ce qui s'est passé à partir des funérailles de ton grand-père. Mais d'abord, je veux que tu saches que tu es en sécurité maintenant. Ces gens ne peuvent plus te faire de mal. Ce qui suivit fut le témoignage le plus extraordinaire que l'agent Chen ait entendu en 15 ans de carrière dans les forces de l'ordre fédéral. Penny raconta les événements avec une précision photographique, décrivant les conversations, documentant les comportements et fournissant des détails qui brossaient un tableau complet d'un complot criminel allant de la fraude minière au meurtre. Ma tante Victoria souriait quand elle parlait de la mort de grand-père Pete, mais ses yeux semblaient excités plutôt que tristes. Oncle Raymond n'arrêtait pas de vérifier son téléphone comme s'il attendait des nouvelles concernant de l'argent. Et Dale, c'est en fait le beau-fils de Vincent Caruso, pas seulement le fils de Victoria. Ils parlaient de moi comme si j'étais leur propriété plutôt que quelqu'un qu'ils étaient censés aimer. Comment savez-vous tout cela? Benny brandit son cahier, dont les pages restantes étaient remplies d'observations consignées d'une écriture soignée. Et grand-père Pete m'a appris à noter les choses importantes, car les adultes oublient parfois la vérité quand il s'agit d'argent.
L'agent Chen lut plusieurs pages des observations consignées par Penny. Chaque entrée fournissait des preuves corroborantes pour l'affaire fédérale qui se préparait depuis la mort de Pete. Sans le savoir, l'enfant avait créé un registre chronologique d'un complot criminel qui rendait les poursuites judiciaires pratiquement certaines. C'est un travail remarquable, Penny. Ton grand-père t'a bien enseigné. Il disait que la vérité était la chose la plus importante que l'on puisse posséder, car personne ne pouvait te l'enlever à moins que tu ne le laisses faire. Pendant que le FBI traitait la scène du crime et arrêtait les conspirateurs survivants, Hank avait du mal à accepter le passage rapide d'une situation de combat à une résolution juridique. 20 ans passés à éviter les conflits avaient abouti à une violence qui semblait à la fois nécessaire et profondément troublante. Tu t'es bien débrouillé là-dedans, lui dit calmement l'agent Chen. La plupart des gens auraient paniqué ou auraient essayé de négocier. Tu l'as protégée, alors que pour la protéger, il fallait se battre. Son grand-père nous avait préparés tous les deux à cela. Je n'ai fait que suivre son plan. Pete Dawson était un homme intelligent. Les preuves qu'il a rassemblées avant sa mort nous permettent de poursuivre cette affaire comme un meurtre fédéral. Vincent Caruso et ses associés risquent de la prison à vie. Et Penny, l'agent Chen, regarda la petite fille qui était maintenant assise sur le pare-choc d'une voiture de police, continuant à écrire dans son cahier pour documenter les arrestations qui se déroulaient autour d'eux. Le testament est juridiquement valable. Vous êtes son tuteur et les droits miniers sont garantis jusqu'à ses 25 ans. Elle sera l'une des jeunes femmes les plus riches de l'État. Mais surtout, elle sera élevée par quelqu'un qui l'apprécie pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente. Hank regardait Penny interagir avec les agents fédéraux, répondant aux questions avec un sang-froid digne d'une personne beaucoup plus âgée, tout en conservant la curiosité innocente de l'enfance. Elle avait survécu à une épreuve qui aurait brisé de nombreux adultes, mais elle en était sortie avec sa bonté essentielle intacte. « Oncle Hank », appela-t-elle, « l'agent Chen dit que nous pouvons rentrer à la maison maintenant. Où sera notre maison? » La question flottait dans l'air matinal comme une promesse en attente d'être tenue. Sa cabane dans la montagne était probablement compromise et retourner dans l'isolement ne semblait plus possible ni souhaitable. Mais la maison, comme il l'avait appris, n'était pas une question de lieu. Où que tu veuilles qu'elle soit, ma petite, nous trouverons ensemble. Elle sourit à ces mots, son expression transformant son petit visage sérieux en quelque chose de radieux, plein de possibilités. Grand-père Pete disait que la maison était là où les gens qui t'aimaient t'attendaient. Alors je suppose que la maison est là où nous sommes. Les agents fédéraux terminèrent leur travail. Les criminels furent transportés vers des centres de détention. Et le soleil matinal commença à dissiper les dernières strass de la tempête qui les avait fait descendre de la montagne. Pour la première fois depuis des décennies, Hank Murdock ne fuyait plus son passé et ne se cachait plus des relations humaines. Il était exactement là où il devait être. 6 mois plus tard, le printemps avait transformé la vallée en contrebas de Millfield en une tapisserie de prairies verdoyantes et de fleurs sauvages qui peignaient le paysage de couleurs qui semblaient impossibles après la beauté austère de l'hiver. Hank et Penny avaient trouvé une petite maison à la périphérie de la ville, suffisamment proche de la civilisation pour répondre aux besoins scolaires et sociaux de Penny, mais suffisamment éloignés dans les contreforts pour maintenir leur lien avec la nature sauvage des montagnes qui les avaient réunis. La maison en elle-même n'avait rien de spécial. Elle comprenait 2 chambres, une cuisine adaptée au style culinaire pratique de Hank et un salon dominé par une cheminée en pierre, où ils passaient leur soirée à lire ensemble. Mais c'était la leur, choisie ensemble, et elle n'avait rien de l'isolement qui avait caractérisé les 20 années précédentes de Hank. Penny s'épanouissait d'une manière qui étonnait tous ceux qui connaissaient son histoire. Au départ, l'école locale s'était inquiétée d'accueillir une enfant qui avait survécu à un tel traumatisme, mais ses professeurs ont rapidement découvert que l'éducation non conventionnelle de son grand-père l'avait remarquablement bien préparée aux défis scolaires. Elle excellait dans toutes les matières, mais sa préférée était le cours d'art, où elle créait des dessins détaillés de paysages montagneux qui capturaient la majesté de leur nature sauvage commune avec un talent qui impressionnait même les artistes professionnels. Les conséquences juridiques du complot se sont déroulées exactement comme Pete Dawson l'avait prévu. Vincent Caruso a été condamné à la prison à vie pour meurtre et complot, tandis que Victoria, Raymond et Dale ont reçu des peines qui leur garantissaient de passer le reste de leurs années productives dans une prison fédérale.
Les droits miniers avaient été placés en fiducie et, selon des estimations prudentes, ils finirent par valoir près de 75 millions de dollars à mesure que la technologie minière et les prix du marché continueraient d'évoluer. Mais le plus important était peut-être que Penny avait été légalement et définitivement retirée d'une famille qui ne l'avait jamais méritée. La procédure d'adoption avait été menée à bien en 3 mois, transformant Hank de tuteur réticent en père officiel, avec tous les droits et responsabilités que cela impliquait. Elle continuait à l'appeler Oncle Hank, même si les documents juridiques le désignaient désormais comme son parent adoptif. Certaines habitudes qu'il décidait de conserver. Par un après-midi particulièrement chaud de la fin mai, ils s'assirent en ensemble sous le porche de leur maison, regardant les nuages s'accumuler au-dessus des sommets qui les avaient abrités pendant leur fuite devant les criminels qui pensaient pouvoir voler l'héritage d'une enfant et son avenir. Penny travaillait sur un nouveau dessin. Celui-ci représentait leur maison nichée dans le décor familier des montagnes, tandis que Hank réparait une clôture cassée avec la patience méthodique de quelqu'un qui avait appris à trouver satisfaction dans un travail honnête. « L'ancienne cabane te manque parfois ?» demanda-t-elle en levant parfois les yeux de son dessin. « Mais je ne regrette pas d'être seul. » Grand-père Pete disait que la solitude était différente du fait d'être seul. Il disait « On peut se sentir seul au milieu d'une foule de gens qui ne vous voient pas vraiment. Mais on peut être seul avec quelqu'un qui vous comprend et se sentir parfait, et main comblée. » La sagesse de ces paroles l'étonnait toujours. À 7 ans, aujourd'hui âgée de 8 ans, elle possédait une perspicacité que la plupart des adultes n'atteignaient jamais. En partie grâce à l'enseignement philosophique de Pete, et en partie parce que le traumatisme qu'elle avait survécu lui avait donné une perspective sur ce qui comptait vraiment dans la vie. « Ton grand-père était un homme intelligent. J'aurais aimé comprendre cela quand j'étais plus jeune. Peut-être n'étais-tu pas prête à le comprendre à l'époque. Peut-être devais-tu d'abord traverser toutes ces épreuves difficiles pour pouvoir reconnaître les bonnes choses quand elles se présentaient. » Il la regarda avec le même émerveillement qui le frappait presque quotidiennement. Cet enfant remarquable avait transformé sa compréhension de la responsabilité familiale et de la différence entre fuir les problèmes et aller vers les solutions. Le camion postal s'engagea dans leur allée, livrant l'habituelle collection de factures, de publicités et de correspondances juridiques liées à la gestion continue du fonds fiduciaire de Penny. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Un petit paquet adressé à eux deux, écrit d'une main qu'ils ne reconnaissaient pas. À l'intérieur, ils trouvèrent un simple cadre en bois contenant une photo qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Elle montrait Pete Dawson, beaucoup plus jeune, debout à côté de quelqu'un qui était sans aucun doute le frère de Hank, Thomas. Les deux hommes souriaient à la caméra, avec la camaraderie décontractée de personnes qui appréciaient sincèrement la compagnie l'une de l'autre. La note jointe était brève. « J'ai trouvé cela dans les affaires de l'oncle Pete en nettoyant sa maison. J'ai pensé que vous devriez l'avoir. Henry Blackstone. » Ils étaient amis, observa Penny en étudiant la photo avec l'attention minutieuse qu'elle accordait à tout ce qui était important. De bons amis, apparemment, avant que les affaires familiales ne se compliquent. Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant aux implications de cette preuve visuelle que les hommes qui avaient façonné sa conception de la loyauté familiale avaient autrefois été des compagnons proches. « Penses-tu qu'ils seraient heureux de nous voir ensemble aujourd'hui? » Hank examina la photo, remarquant l'affection sincère qui se dégageait entre les deux hommes qui avaient si profondément influencé sa vie et celle de Penny. Thomas était mort depuis plus de 20 ans, mais le plan de Pete avait en quelque sorte rassemblé les morceaux de leur famille brisée d'une manière qui honorait la mémoire des deux hommes. Je pense qu'ils seraient très heureux. Je pense que c'est exactement ce qu'ils auraient voulu. Ce soir-là, ils placèrent la photo à un endroit d'honneur sur la cheminée où elle rejoignit d'autres souvenirs de leur parcours commun. Le premier dessin de Penny représentant leur nouvelle maison, la médaille que Henry Blackton lui avait décernée pour son courage extraordinaire dans des circonstances dangereuses et une lettre de Pete qu'ils avaient trouvée parmi ses papiers, dans laquelle il exprimait son espoir que l'amour finirait par triompher de la cupidité. À l'approche de l'été, alors que les montagnes les appelaient à la randonnée, à des aventures qui renforceraient encore davantage leurs liens, Hank réfléchit au chemin étrange qui les avait réunis. Des funérailles dans une tempête de neige, une enfant abandonnée par sa propre famille,
Un ermite contraint de se rappeler que certaines choses valaient la peine de se battre. Tout cela avait conduit à ce moment de bonheur tranquille sous le porche, où une famille improvisée avait découvert que l'amour choisi était souvent plus fort que les liens du sang. Demain, annonça Penny, je veux commencer un nouveau projet de dessin. Quel genre de projet? Une image de toute notre histoire. Du cimetière jusqu'ici, pour que nous n'oublions jamais comment nous nous sommes trouvés. Le nouveau portrait de famille qu'elle imaginait capturerait plus que leur simple périple physique à travers les montagnes sauvages et les batailles juridiques. Il documenterait la transformation de deux âmes perdues qui avaient découvert que le foyer n'était pas un endroit que l'on trouvait. C'était quelque chose que l'on construisait ensemble, jour après jour, avec patience et amour, et avec le genre de loyauté qui ne pouvait être achetée, vendue ou volée par des gens qui confondaient prix et valeur. Au loin, les montagnes se dressaient, éternelles et accueillantes, promettant de nouvelles aventures à un père et à sa fille qui avaient appris que le plus grand héritage n'était ni l'argent ni les biens matériels, mais le courage d'aimer sans réserve et la sagesse de reconnaître la famille sous toutes les formes qu'elle pouvait prendre. Oui,